Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve sur l'antenne de Beffroi Vision, après une période de confinement qui nous a semblé très long, du fait aussi que on n'avait plus tellement de vie sociale. Maintenant, avec la télévision, on va reprendre un petit peu, on va pouvoir avoir un dialogue ensemble. Je vais vous présenter le journal, voici le sommaire. Nous allons commencer par une visite chez les commerçants du Cateau, après la période de confinement. Le collège Jean Rostand a été transformé en drive pour les producteurs locaux, produits du terroir. Bonne idée. Le musée Baptiste réouvre ses portes. L'association cathésienne Les Amis de Wilsbeek a reçu, dans le cadre du jumelage, ses amis belges. Bonjour les Belges. Découverte de la langue allemande au collège Jean Rostand. L'amicale des donneurs de sang a tenu son assemblée générale. Quelques conseils concernant le port du masque, pas du casque. Quelques conseils pour rédiger aussi un CV, un curriculum vitae. Rien que le dire, c'est déjà tout un programme. Pour clôturer le programme hebdomadaire, notre émission scientifique de sources sûres traitera des exoplanètes. Nous allons commencer ce journal par la visite qu'ont effectuée André et Claude chez quelques commerçants de Le Cateau, après la période de confinement que nous avons connue. Alors, nous sommes venus vous voir ici pour essayer de comprendre comment est-ce que vous avez essayé de gérer les moments du confinement que nous avons eu. Alors on a fait, par l'intermédiaire d'Internet, on a fait du drive et de la livraison, de la commande par téléphone, par Facebook, partout, pour justement essayer de se démarquer, d'essayer de s'en sortir surtout. Et bon, les clients ont été quand même très réactifs et très présents et je les en remercie. Alors finalement, vous n'avez fait que du drive, vous n'avez pas ouvert. Non, je n'ai pas ouvert. On a fait beaucoup plus de livraison parce que le drive n'était pas forcément très autorisé. Il était toléré, mais voilà, quoi, on n'a pas voulu jouer avec le feu. Et on faisait de la livraison gratuitement et on en fait encore aujourd'hui pour éventuellement les personnes à risque qui ne se déplacent pas. Est-ce que pendant le confinement, vous en avez eu beaucoup ? Oui, on faisait ça tous les après-midi et le matin, éventuellement, quelques commandes drive, mais surtout l'après-midi, de la livraison régulièrement, avec des arrivages réguliers sur de l'extérieur, surtout parce qu'à l'intérieur, c'était un peu plus compliqué au niveau des fleurs coupées. Et quand nous sommes passés au déconfinement, comment vous avez géré ? Eh bien maintenant nos horaires ont changé, on ouvre du lundi au dimanche midi pour justement essayer de rattraper un petit peu ce que l'on a perdu. Les gens sont vraiment au rendez-vous et maintenant on continue comme avant, dans la joie, la bonne humeur et puis voilà quoi. Et qu'est-ce qu'ils vous disent les clients ? Aurore est revenue. Donc ils ont bien compris que vous étiez non seulement très utile, mais nécessaire pour eux. Voilà, surtout la bonne humeur et tout ça. Et puis après la qualité, le choix des fleurs, voilà, comme tout bon commerçant, nous commerçants, comme la petite chanson que l'on a fait. Et qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter maintenant ? Des vacances ? Non, pas... non, pas des vacances. Justement des bonnes affaires et tout ça. Et puis continuer à travailler comme on l'a fait depuis le 11. Eh bien, nous vous le souhaitons maintenant. Merci beaucoup. Alors, je me suis débrouillée rien du tout parce qu'en fait, je vais le fermer. J'ai dû fermer mon commerce de toute façon. C'est pas possible, difficile de vendre par Internet. En plus, moi, je suis en cumul emploi-retraite et je suis toute seule à me nourrir. Donc, c'était plus facile que certaines personnes qui ont des charges à payer et des enfants à nourrir. Donc, pour moi, c'est ça. Donc, j'ai fermé. Je me suis occupée parce que je viens de déménager sur Catillon. Donc je me suis occupée de rénover un peu la maison, ça m'a permis de faire ça et de l'apprivoiser. Le confinement, c'est surtout pour mes enfants que ça m'a inquiétée, parce que j'ai 2 soignants, donc qui étaient en contact direct avec cette saloperie de virus. Donc le seul souci que je me suis fait pendant tout ce confinement, ce n'est pas le magasin, c'est mes enfants. Sachant que moi, j'ai la chance de ne plus avoir de prêt à la banque à payer, mes fournisseurs étaient déjà réglés et je n'ai plus de loyer. C'est pas pareil pour les gens qui ont toutes ces charges. Voilà. Et après le déconfinement, est-ce qu'il y a des clients qui sont revenus ? Alors, le déconfinement, alors là, j'ai vraiment galéré. Si vous voulez savoir, j'ai vraiment galéré. Parce que quand on reprend une boutique, au bout de 2 mois et demi, à peu près fermée,
Il faut tout refaire du début jusqu'à la fin. La devanture, les poussières, le magasin, il faut tout remettre en place. Les colis qui étaient arrivés, qui n'ont pas été déballés pour la fête des mères, pour le printemps-été, il faut aussi tout déballer. Et puis les clientes, on les a vues arriver en foule les premiers jours. Elles m'attendaient. Et puis ça, avec les objets qui sont encore emballés, ça doit être dur. Voilà. Et elles ne veulent pas que je prenne ma retraite. Elles m'ont dit, tu ne vas pas nous abandonner. Ah. Voilà. Mais la première semaine, ça a été chargé. Tant mieux, à la fois. Il faut bien faire quand même rentrer l'argent pour faire face à tout ce qu'on va avoir à payer. Parce que dans leur vocabulaire, ils ont quand même utilisé le mot abandonné. C'est qu'il y a une preuve d'amour là-dedans. Voilà. Alors par contre, je suis très mécontente, je vais pouvoir m'exprimer là, Oui. parce que faisant un cumul emploi-retraite, on n'a pas de droit à la prime Covid d'État. Ce que je trouve inadmissible, puisqu'on continue à payer nos charges pour la retraite, pour la maladie, ce qui est normal, hein, payer les charges des impôts c'est normal, nous on les paye par solidarité, ce que je trouve normal, mais alors la solidarité elle ne marche pas dans le double sens. Parce que si on paye par solidarité, on devrait toucher aussi cette prime d'État par solidarité. Et là je n'ai pas encore eu le temps, mais je vais écrire à M. Macron. Ça c'est sûr, pour lui signaler que mon mécontentement, ou mon incompréhension. De toute façon, ça fait partie de vos droits. Voilà. Et j'attends, parce que c'est pareil, aux impôts, ils sont débordés. La personne qui s'occupait de mon dossier aux impôts, et je l'ai su hier, est arrêtée à cause du Covid. Et la personne qui a repris mon dossier est restée bloquée depuis le début du confinement. Donc monsieur le maire, monsieur Siméon, attend le refus de la prime d'État pour lui me débloquer la prime de la mairie que je n'ai pas encore demandé. Je lui ai demandé verbalement. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pendant ce temps-là? Déjà, une bonne santé. Hein, surtout pour mes enfants, qui ne soient pas contaminés, parce que malheureusement des médecins et des soignants contaminés, il y en a beaucoup. C'est tout ce que je souhaite, que mes enfants passent à travers. C'est un peu injuste, hein, ou égoïste, mais c'est la réaction d'une mère. Le reste, j'y arriverai. J'y suis toujours arrivée, je crois que j'y arriverai toujours. Eh bien, merci de nous avoir accueillis chez vous. Eh bien oui, c'était un plaisir. Et puis voilà, ça a été aussi un plaisir pour nous. Voilà. Et donc, nous nous reverrons certainement. Alors, nous avons vu tout ce que vous avez fait sur les réseaux sociaux. On a vu que vous avez fait de la musique. Alors, racontez-nous comment vous avez pu gérer tout ce temps de confinement. Alors, à titre personnel, ça s'est bien passé. Ça a permis de mettre à jour certaines choses qu'on avait mis sous le coude, qu'on n'avait jamais fini. À titre professionnel, le deuxième mois était un peu plus laborieux, un peu plus long, même si on a assumé les urgences et les dépannages. Voilà, sinon là on repart, les clients avec le soleil ressortent. Ils ne sont pas très disciplinés au niveau des masques. Et je pense qu'il faudrait qu'on ait encore un petit peu de discipline, encore 15 jours, 3 semaines, pour être sûr de sortir de l'auberge. Voilà, sinon tout va bien. Non mais parce que ceux qui avaient besoin de venir échanger des lunettes, comment ils ont fait alors? Alors on a assuré un service de permanence, d'urgence. J'avais laissé mon numéro de téléphone, les gens pouvaient me joindre. Pendant les 2 mois, on a pu faire les livraisons qui étaient en cours. Après, c'est vrai que certaines personnes ont préféré attendre dans la mesure où le choix de lunettes avec un masque est loin d'être évident. On essaie de s'adapter à la situation. Mais dans l'ensemble, les gens sont disciplinés et compréhensifs. Aujourd'hui, vos clients y reviennent? Oui, dans l'ensemble, oui. Oui, on peut pas dire qu'ils nous aient lâchés. Ils sont revenus. Maintenant, c'est à nous d'essayer de les accueillir compte tenu des conditions, malheureusement, sanitaires qu'on nous impose. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ici pour qu'on respecte toutes les données qui ont été énoncées? Un peu comme partout, un gel à l'accueil, des marques au sol pour garder les distances. Et au point de vue lunettes, on essaie de sélectionner les lunettes que les gens souhaitent essayer. Et après, on les stérilise avec les produits nécessaires et adéquats. Voilà. Donc jusque-là, les gens vous comprennent. Les gens nous comprennent. Donc on les autorise à enlever le masque pour essayer les lunettes, parce que c'est difficile de choisir. On y a la moitié du visage caché. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter maintenant? Eh bien, comme pour tout le monde, avec l'été et les beaux jours, on recommence comme avant, en restant discipliné tout de même. Voilà. Revenons à votre intermède musical. Comment vous êtes arrangé pour que tout soit nickel comme on l'a vu là? Alors là, je dois dire qu'on a eu la chance d'avoir Claire Fossé et son papa qui sont presque des pros dans ce domaine-là et qui ont réussi à faire un montage qui avait vraiment de l'allure. Et Beffroi Vision nous a particulièrement aidés pour faire le montage vidéo.
qui n'était pas le plus simple. Bah écoute, le temps de confinement, on a bricolé comme tout le monde, hein. Bricolage, ménage, et puis voilà, hein. On s'est occupé, comme on peut. Parce qu'ici, comme on a vu par ailleurs, il y a eu des espèces de drive. Ici, on peut driver ici. Ah non, on peut pas driver ici, hein. Ça va être compliqué, hein. C'est dur, hein. Et donc le temps s'est passé en faisant ce qu'on n'a pas pu faire en temps normal, quoi. Voilà, donc tout ce qui était prévu pour faire pendant les vacances de juillet-août, ça a été avancé, on a fait ça pendant le confinement. Qu'est-ce qu'ils disent les clients? Ils reviennent? Oui, les clients reviennent, sont contents de nous voir, hein, depuis le temps, 2 mois sans fermer, en temps fermé, bon, c'est vrai que c'est pas évident, donc bon. Bon, il y a eu des coups de tondeuse, hein, comme tout le monde, bon, ça. Mais bon. Comment tu les as retrouvés? Bien, ça va, les clients ont la forme, hein, ils sont contents de nous retrouver en même temps. Hein. Ils avaient de la broussaille. Il y avait du boulot, il y avait des longs cheveux, mais bon, ça c'est pas grave. Hein. Le principal, c'est que tout le monde y revienne. Combien de clients tu peux recevoir à la fois? Ils sont un client que je m'occupe et puis un qui attend. Qui attend dehors ou à l'intérieur? C'est comme il veut, le salon est assez large, donc on peut mettre à l'intérieur. Donc il n'y a pas de mesure spéciale de... Non. Bon, là il fait bon, donc ils peuvent attendre dehors. Dehors, c'est pas gênant. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter? Le meilleur qu'il n'y ait plus de fermeture déjà, et puis après que le virus nous quitte, on va dire. Et comment ça s'est passé le premier jour du déconfinement? Le premier jour, ça a été compliqué, on s'est demandé un peu quoi, et puis après, avec les infos, on a vu, c'est tout, on a dit on reste fermé, puis c'est tout, on fait comme tout le monde, on va s'occuper. Voilà, comme tous mes confrères, on a dû faire face à cette pandémie qui a été exceptionnelle, inédite et sans précédent, hein. Il n'y avait pas de repères. Et donc on a dû établir un minimum de sécurité pour l'accueil des patients, parce que les soins continuent, les maladies n'arrêtent pas. Il n'y a pas que le Covid dans la vie, hein. Il y a tous les patients lourds qui ont des traitements chroniques, diabétiques, tension, le cœur et malheureusement aussi les cancers, donc ça on ne les oublie pas. Donc il a fallu s'adapter pour faire un accueil digne de ce nom, dans les règles. Mais ça a été fait, on va dire, on n'a pas dormi beaucoup de nuits parce qu'on était très contrariés. Tous les jours il y avait du mouvement, du changement, tout ça. Mais bon, on est resté soudés, on a été je pense, entre guillemets, efficace pour continuer la continuité des soins. Est-ce qu'il y a eu quelques mesures de prise, par exemple le nombre de personnes dans l'établissement? Ouais, on a réduit l'accueil drastiquement, c'est-à-dire qu'on a sur les 4 comptoirs, on n'en a plus que 2 pour l'accueil et ça continue encore aujourd'hui. Et on a limité à 3 personnes maximum dans l'établissement, donc 1 par comptoir et 1 personne en attente. Et on a eu de la chance aussi d'avoir eu du beau temps, parce que on a eu des fois un peu de personnes dehors, mais tout le monde a été au top, tout le monde était compréhensif. Donc ça, c'est important aussi. C'était quoi leurs obligations à ceux qui venaient? Là, c'est le traitement. Le traitement continue. On a fait des renouvellements d'urgence. On a été autorisés parce que les médecins ne travaillant plus ou ne pouvant plus recevoir. On a dû renouveler dans l'urgence avec beaucoup de précautions et de... Voilà, il fallait rassurer aussi les gens. Mais donc, comme je dis, les traitements, il les fallait. Donc, il fallait qu'on s'organise pour renouveler d'urgence les ordonnances. Est-ce que vous avez eu des gens qui sont venus ici vous demander si vous avez du traitement pour le Covid? On a eu beaucoup de questions sur les masques, beaucoup de questions sur le gel, sur les protections, tout ça. Et c'est vrai que c'est épuisant parce qu'on avait des dizaines d'appels par jour. Puis on était aussi démunis. Là maintenant ça va mieux, on va dire ça. La gestion des masques c'est un peu mieux, mais la distribution. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup souffert et c'était national. Je veux dire, on voyait qu'on était tous démunis par rapport à cette ampleur et cette demande. Donc c'était assez anxiogène. Mais il fallait pas que notre anxiété elle se reflète sur les patients, donc il fallait rassurer tout le monde. On a essayé c'était épuisant en fait. Hein. On était bien content de rester chez soi le week-end parce que tout le monde ne pouvait pas bouger. Mais j'ai bien dormi le week-end. Hein. Est-ce que les masques vous en vendez ici? On n'en a plus, mais bon, on a toujours des réutilisables, lavables, qui sont normés, DGA et AFNOR, donc fabriqués en France, mais même plus précisément à Ligny en Cambrésis, donc des fabricants locaux. Et on a du chirurgical, comment on appelle ça, normé aussi, officiel. Donc oui, on a quelques demandes, mais maintenant, je veux dire, il y a beaucoup de distribution aussi dans les entreprises, par les mairies, tout ça. Donc tout le monde a commencé à avoir son petit stock de masques, donc c'est bien. Je veux dire, c'est bien. On se prépare éventuellement à renouveler parce qu'on ne sait pas comment ça va être l'année prochaine. Hein. Donc, on anticipe. En fait, on se remet
Petit à petit, quoi. Oui, parce que là, on va avoir des conséquences aussi sur le moral. Donc il faut que les gens sortent aussi, respirent. Parce que ça a été très, très impactant sur l'état d'esprit, ne pas voir ses proches, ses petits-enfants, etc., sa famille, ses amis. Ça a été, je pense, très anxiogène pour les gens. Et il faut surtout penser à ça. Il faudra ne pas... Voilà, il faut essayer de s'ouvrir un peu avec des distances de sécurité, mais essayer de revivre tout doucement et faire un bilan positif, malgré tout, parce qu'on est resté soudés. On est resté soudés. Qu'est-ce qu'on doit souhaiter à tous nos... Eh ben, ce qu'on souhaite, c'est de repartir sur de bons rails, avec des bonnes intentions, faire travailler le commerce local. On a eu la chance avec Patrick Fossé, le président de Cato Expansion, d'avoir eu des actions. Donc faites vivre vos petits commerçants, c'est vital. Et puis vous aurez des super produits, du super service. Et c'est l'avenir, c'est ça, je veux dire. C'est être fier de son local aussi, du commerce local. Alors, comment on a géré comme tout le monde, on a essayé de gérer au mieux. Alors, au niveau magasin, nous avons au début quelques jours fermés. Après, on s'est rendu compte qu'il fallait quand même ouvrir. On a gardé des distances de sécurité, alcool-gel, masques et compagnie, quoi, pour subvenir aux gens qui ont besoin de matériel médical. Après, tout ce qui est vente, ça s'est fait très ralenti, hein, surtout en matériel médical. Et bon, là, on a réouvert normalement. Parce que d'un point de vue pratique, vous étiez quand même en première ligne. Comment vous avez pu gérer? Alors, côté ambulance, je vais laisser parler Cécile, parce que c'est elle qui s'est occupée de tout ce qui est gestion matérielle. Moi, j'ai fait la gestion planning des transports, et elle s'est occupée de tout ce qui est gestion matérielle à bord de nos ambulances, pour la désinfection, pour tout, quoi, elle va vous expliquer. Alors, la gestion des transports s'est fait, les consultations ont été pratiquement tous annulées. Ils n'ont fait que garder que la radiothérapie, les chimiothérapies, les urgences et bien sûr les cas de Covid, les suspicions de Covid et les cas de Covid avérés. Ça s'est bien passé, nous n'avons pas eu de soucis, aussi bien chez nous que chez mes collègues ambulanciers aux alentours. On a été en très bonne collaboration avec l'hôpital du Cateau, des urgences. En général, ça s'est bien passé, quoi. Nous n'avons pas eu de gros soucis. Malheureusement, il y a eu des cas, comme partout en France. On n'a pas été épargnés non plus. Mais bon, je pense qu'on devrait se contenter de ce qui s'est passé, c'est bien. Malheureusement. Pour commencer, tout ce qui est matériel, on n'a pas été très aidés, hein. Il a fallu qu'on se fournisse à droite, à gauche, trouver, vraiment remuer ciel et terre pour avoir ce qu'il faut. On a su surmonter tout ça. On a eu le matériel qu'il fallait, on en a encore, si jamais ce qu'on ne souhaite pas. Après, concernant les ambulances, donc au niveau des équipes, on avait un kit pour chaque équipier. De quoi protéger également le patient. Tout ce qui est désinfection, pareil, c'est une sacrée charge de travail après avoir transporté le patient. C'est une désinfection complète. Après, niveau tout ce qui est VSL aussi, il a fallu mettre en place des protocoles pour faire monter les patients, les lavages de mains, le port du masque obligatoire, les séparations qui ont été mises en place entre le chauffeur à l'avant et le patient à l'arrière. On les a toujours aujourd'hui. Les gestes continuent à être appliqués. Après, tout ce qui est... Les gens sont assez compréhensifs. Ils comprennent aussi que c'est pour eux, donc aussi bien pour eux que pour nous. Donc voilà. Bon, il faut dire quand même que ça a été des moments très anxiogènes. Et donc, après chaque transport de patients, vous désinfectez les véhicules? Comment on fait? Complètement, ouais, par obligation. Tout ce qui est cellule avant, elle n'est pas contaminée puisque le chauffeur, lui, se déshabille avant de reprendre la conduite. En revanche, à l'arrière, tout est vidé, il y a bien une bonne heure, voire 2 heures de désinfection complète. Ouais. Sachant qu'il y a des aérosols mis en place également, pour tout ce qui est air. C'est également dans l'air. Ouais, non, c'est... Après, du stress, oui et non. À partir du moment où on connaît notre travail, et je veux dire que les gestes sont bien appliqués, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Vous n'avez pas eu des patients trop stressés par rapport à la pandémie, non? Des patients, si, stressés, oui, forcément. Après, c'est surtout impressionnant quand on nous voit arriver en tenue, parce que forcément, les combinaisons complètes, où on voit qu'il ne nous reste que les yeux apparents. Donc c'est assez anxiogène, comme vous dites. Après, en leur expliquant, en prenant le temps de leur expliquer, non, ça se passe bien. Voilà. Et aujourd'hui, comment ils réagissent quand ils vous revoient?
Ils pensent que c'est terminé, vu que le déconfinement est levé, mais non, c'est toujours là malheureusement. Et bon, faut juste simplement prendre le temps de leur expliquer les choses et ils comprennent. On fait appliquer, tous les chauffeurs le savent. Donc tous les chauffeurs ont le port de masque. À partir du moment où on prend en charge notre patient, le lavage de mains est fait, le port du masque pour le patient est obligatoire. Donc sachant que maintenant tout le monde est plus ou moins équipé de masques, si jamais ils n'en ont pas, on essaye de leur en fournir, sachant qu'on n'en a pas non plus des stocks immenses. Mais non, chaque patient est pris en charge et après qu'une fois le patient est descendu, il y a la désinfection, tout ce qui est VSL, désinfection, on a ce qu'il faut dans le VSL et tout ce qui est ambulance, pareil, c'est désinfecté. Après, on est à la disposition des patients, aussi bien des patients qu'on transporte et des patients qu'on ne transporte pas. Donc n'importe qui peut passer, acheter ici. Oui, voilà, ils peuvent acheter ici masques, alcool-gel, désinfectants désinfectants de surface. Hein, c'est les mêmes qu'on utilise, je vends les mêmes qu'on utilise dans nos véhicules, donc il n'y a aucun souci. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui? Eh ben, la santé pour tout le monde, hein, que ça continue et que les gens soient de plus en plus prudents et qu'ils fassent bien les gestes barrières, c'est-à-dire 1 mètre ou 2 si vous voulez, surtout le masque, bien désinfecter les mains. Et puis après, si tout le monde respecte, ça devrait aller, quoi. Dans le temps, ça devrait aller, j'espère. J'espère qu'on n'aura pas de deuxième vague. Ça serait très 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 inquiétant. Voilà, en tout cas, un bon courage à tous les cathésiens et à tous les cathésiennes de la part des ambulances Junio et du matériel médical. Merci à vous. Merci André. Le département du Nord, en partenariat avec les producteurs locaux, offre la possibilité de venir retirer les produits du terroir au collège Jean Rostand, qui est utilisé actuellement comme drive. C'est un mot à la mode maintenant, le drive. Pour l'occasion, dans le plus strict respect de la distanciation sociale, saurais-je le dire, et les gestes barrières contre le Covid-19. Donc je m'appelle Alicia, je suis sous le nom de la ferme de l'Arbre. Donc moi je suis producteur de volailles, œufs et de porc. Et donc vous êtes ici pour présenter mes produits aux consommateurs. Donc nous on est situé à Mazinguin, juste à côté du Cateau. C'est à peu près 5 minutes d'ici. Et donc nous avons un petit magasin aussi vendredi après-midi de 15h à 18h30. Nous avons été contactés par la Chambre d'agriculture pour présenter nos produits locaux et ainsi que les autres producteurs aussi ont été interpellés pour. Et vous devez être ici combien de fois par semaine? Alors nous sommes ici toutes les semaines, tous les mercredis après-midi de 16h à 18h et toutes les semaines. C'est la première fois que vous venez ou... C'est la deuxième fois que je viens. Et comment ça a été la première fois? Ça a été très sympathique, les gens étaient très contents de nous accueillir. Parce que c'est vrai que c'est pas évident de nous faire connaître. Les gens ont un peu peur de commander parce qu'ils connaissent pas le produit, les producteurs, tout ça. Donc ça permet de faire connaître nos produits. Et sinon, c'était très rapide, très, très agréable. Et depuis là, il y a des gens qui vous passent des commandes ou pas? Oui. Il y a beaucoup de commandes. Enfin, pour l'instant, c'est le début, donc j'en ai 6 de commandes. Mais sinon, ça fait des gros paniers. Et j'ai beaucoup d'appels pour savoir si on a un magasin, si on fait d'autres marchés qu'ici ou pas. Sinon, je peux vous poser la même question. Vous faites d'autres marchés? Oui, je fais d'autres marchés. Je fais Bohain en Vermandois le vendredi matin. Donc après, j'ai mon magasin le vendredi après-midi à Mazinguin. Et après, je fais aussi un point de vente à Remilly en Cambrésis, le samedi après-midi. Et vous en êtes contente? J'en suis très contente, oui. Alors, Sophie Elias, je suis agricultrice, je fais des yaourts, du beurre, du fromage blanc, ici à Forêt en Cambrésis. D'accord. Et comment vous avez su qu'il y avait ça ici? En fait, je livre le collège en yaourt. Ah, déjà vous livrez? Oui, je livre à la cantine, donc c'était une occasion de rencontrer les gens du Cateau. mais pour le drive, les gens vous font des commandes? Oui. Et il y en a même qui vont au magasin.
Ah, ils viennent au magasin? Oui. D'accord, donc en fait, du système, vous en êtes satisfait? Oui, c'est très bien. Oh, ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter donc? Eh ben, que les gens continuent de venir consommer local. Une prise de conscience pendant le confinement, espérons que ça dure. Et pendant le confinement, vous faisiez aussi du drive ou pas? Non, à la ferme, et puis après, je vends dans d'autres structures aussi. Donc Gérard Delva, du GAEC Delva de la ferme à Ors. On produit les produits laitiers, lait, beurre, crème, fromage blanc, les jus de pomme, haute tige de l'Avesnois, aucun traitement, les confitures, les tartes au maroilles, voilà. Vous en faites en grande quantité? Donc du beurre, on en fait entre 50 et 60 kilos semaine. Donc on est présent sur le marché de Le Cateau depuis 27 ans et le marché de Cambrai depuis 11 ans. Et ici, vous vous retrouvez au collège? Oui, parce que la Chambre d'agriculture du Nord nous a contactés pour participer au drive qu'ils allaient organiser. Donc on a répondu présent. Et donc on vient ici avec des produits laitiers, un peu de jus, et les fromages blancs, voilà. La première fois que vous êtes venu, ça marchait très bien? La première fois, on a eu 10 commandes et aujourd'hui, j'ai 6 commandes. Donc il faudrait que ça persévère. Donc vous êtes content du système? Oui, le système est pas mal. Le tout, c'est d'avoir des commandes. D'accord, ok. Bon, donc, essayez de donner un numéro de téléphone auquel on peut vous joindre. Donc le numéro de portable 06 07 60 18 50 ou le numéro de l'exploitation 03 27 77 63 01. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Que ça marche, aussi bien pour nous que pour les gens qui commandent et pour les catésiens. Alors je suis Odile Brebion, je suis responsable du service agriculture et environnement au département du Nord. D'accord. Et vous êtes venu faire quoi ici? Alors je suis venue voir comment se passait le drive ici de producteurs à Le Cateau, puisque c'est une démarche initiée par le département du Nord en lien avec la Chambre d'agriculture. Donc je suis venue voir comment ça se passait. Est-ce que ici ça se passe comme ailleurs? Alors ça démarre beaucoup plus doucement qu'ailleurs, justement. On a lancé 7 drives, il y en a un 8e qui ouvre la semaine prochaine à Maubeuge, et c'est vrai qu'on a des démarrages un peu plus importants ailleurs qu'ici. Par exemple, où est-ce que vous avez vu que ça marchait très très fort? Très très fort, le drive qui fonctionne le mieux, là, c'est à Coudekerque, près de Dunkerque. Oui. Bon, alors, votre initiative est venue comment? Alors elle est venue en période là, de confinement, puisque au niveau du département du Nord, on a une démarche de développement de l'approvisionnement local dans la restauration collective des collèges. Donc dans ce cadre-là, c'est vrai que les commandes se sont arrêtées, forcément, du jour au lendemain auprès des producteurs. Et les élus du département ont souhaité mettre en place ce type d'initiative pour venir en aide aux producteurs qui avaient besoin de débouchés et proposer une solution pendant le confinement. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est une continuité quand même d'une démarche qui est déjà lancée pour favoriser l'utilisation de produits locaux dans les restaurations collectives. En tout cas, je pense qu'ici les gens ils en sont contents et j'espère que ça va perdurer. Dans la logique, nous souhaiterions perdurer les opérations. Oui, c'est pour ça qu'on aimerait bien que ça prenne et qu'il y ait une bonne communication au niveau de la ville du Cateau et puis dans les environs, oui, c'est sûr. Le musée Matisse réouvre ses portes sous certaines conditions, comme par exemple la réservation obligatoire préalable. Monsieur De Parpe, directeur, nous en parle. Rappelons à l'occasion que l'entrée au musée Matisse est gratuite pour les habitants de Le Cateau. Bien, bonjour à vous et bienvenue
Bon retour dans le musée, qui était fermé comme tous les établissements depuis 2 mois. Pour nous, ça a été le 18 mai, enfin la possibilité de réouvrir au public sur des horaires restreints de 14h à 18h, avec des conditions particulières, celle du port du masque pour les visiteurs, celle d'un parcours imposé où les gens ne se croisent pas, celle d'une limitation du nombre de personnes par salle, celle d'une réservation souhaitée à l'avance sur des créneaux horaires. Bref, des nouvelles conditions mises en place pour assurer la sécurité de chacun et pour pouvoir bénéficier en toute quiétude du musée et de ses œuvres. Quelle a été la principale difficulté? Alors, vous savez, c'est un peu comme un paquebot. C'est difficile à arrêter. D'ailleurs, on a continué encore pendant quelques jours avant de fermer complètement le musée. Il y avait des restaurateurs qui étaient ici et des entreprises qu'il a fallu faire partir progressivement. Ils ne pouvaient pas partir du jour au lendemain. Eh bien, un navire, c'est difficile à arrêter, mais c'est aussi long à remettre en place. Et d'autant plus que l'équipe est restreinte. Il y a une obligation de télétravail pour tous ceux qui peuvent, notamment les agents qui sont dans l'administration, continuer à travailler de chez eux. Donc c'est une difficulté supplémentaire pour remettre un gros navire comme celui-ci en marche. Mais il y a eu beaucoup de bonne volonté et on a surmonté toutes les craintes, toutes les difficultés d'approvisionnement en masques, en matériaux comme celui-là, en gel, en gants, etc. On a pu mobiliser aussi, alors qu'elles étaient fort demandées, les équipes de nettoyage pour que le musée soit nettoyé, désinfecté pendant toute une semaine au préalable. Ça a été, puisque les équipes sont rentrées le 11 pour une réouverture au public le 18. Donc c'était surtout des difficultés d'approvisionnement et puis les autorisations administratives. C'est le préfet qui a autorisé notre réouverture. Eh bien on était à 3 musées du département à être prêts à réouvrir au public le 18. Sur les 3, malheureusement, il y a eu un suspect de Covid parmi le personnel du musée. On a un collègue qui a pas pu réouvrir, et ça, le matin même de l'ouverture prévue. Donc, vous voyez, on est à la merci de rien. C'est un peu une époque particulière que nous avons vécue. Jamais, depuis la guerre, les musées n'avaient été fermés. C'est une expérience totalement inédite. Moi, jamais je n'avais raté un vernissage, une date d'ouverture d'exposition. Ça n'a été jamais arrivé. Et on pensait que c'était impossible, et c'est arrivé. Bon, voilà, maintenant, on l'espère que c'est derrière nous. Les gens sont restés enfermés. On espère qu'ils vont pouvoir revenir avec plaisir ici bientôt. On espère aussi bientôt pouvoir réouvrir le parc. Pour l'instant, nous sommes toujours en zone rouge. En plus, avec la tempête, il y a eu le vent. Il y a eu 2 arbres qui ont dû être abattus. Un l'a été et un autre doit l'être, mais il requiert des moyens plus importants. Donc, le parc est toujours fermé. Avec les beaux jours, pouvoir de nouveau profiter du parc, ça sera un plaisir. Donc on met tout en œuvre pour un retour à la normale le plus rapidement possible. Sur le côté pratique des choses, comment fait-on ? Alors pour venir au musée, on souhaite que les gens réservent par téléphone sur des créneaux horaires de façon à ce qu'on puisse maîtriser la jauge qui est pour nous aujourd'hui de 50 personnes par heure. C'est pas beaucoup, c'est 10% de ce qu'on fait habituellement, mais c'est une des conditions qui nous a permis de réouvrir en toute sécurité. Donc il faut mieux réserver. On peut aussi, il n'y a pas une grande affluence, il faut savoir que tous les scolaires ont annulé, les groupes du 3e âge, il n'y en a pas beaucoup qui circulent. Donc même si on n'a pas obligatoirement réservé, on peut venir. On ne vient pas à plus de 10 personnes en même temps. Il n'y a pas d'atelier, les ateliers n'ont pas été remis en marche. Il faut inventer tout un nouveau processus de désinfection des outils, etc. Il n'y a pas de visite guidée à plus de 10 personnes. Donc vous prenez votre téléphone, vous téléphonez, vous venez avec un masque et vous pourrez bénéficier en fait du musée dans des conditions optimales puisqu'il n'y a pas beaucoup de monde. C'est ce que j'allais vous dire, c'est presque privatif en fait. Qu'en est-il de la prochaine expo du musée ? Alors aujourd'hui, je vous disais, c'est la première fois qu'on rate un vernissage, on n'est pas les seuls. Dans ce cas-là, hélas, pour beaucoup des collègues, ça a été tragique. Nous, les œuvres étaient en cours d'acheminement.
par les transporteurs quand elles se sont retrouvées bloquées pour certaines, qui sont bloquées en Italie, aux Pays-Bas, etc. Donc aujourd'hui, on a reçu, même pas un quart des œuvres de l'exposition. On attend le déblocage des frontières, on attend la remise en marche des transporteurs d'œuvres d'art pour qu'ils nous acheminent les œuvres qui étaient prévues pour l'exposition. Et dès qu'on aura reçu les œuvres, ce qui est une condition quand même importante, eh bien, on pourra inaugurer à nouveau cette exposition qui, de ce fait-là, se tiendra jusque la fin de l'année, même début février 2021. Pas encore de date définie forcément. Non, aujourd'hui, on n'a pas de date à donner puisque on est tributaire de trop d'incertitudes. Beaucoup de musées vont réouvrir en même temps, donc les transporteurs d'œuvres d'art vont être très très sollicités. On attend l'arrivée de nos œuvres et on n'a pas de date encore à ce jour. Un petit mot à ajouter peut-être ? Eh bien, ça fait plaisir de revoir d'abord des visiteurs. Un musée, vous savez, ça ne vit, c'est comme les œuvres, ça ne vit que par les gens qui les regardent. Donc ça a été extrêmement bizarre pour moi d'être pendant 2 mois comme ça, pratiquement seul ici au musée. C'est d'une tristesse absolue. Et donc on voit aussi combien les gens étaient en demande dans cette période difficile d'œuvres d'art. On a eu beaucoup d'actions sur les réseaux sociaux et on voit comment les gens sont attachés, et on a déjà eu plus de 200 personnes la semaine dernière, et notamment des gens qui venaient de Lille. Donc on espère que cet été aussi, eh bien, les gens des Hauts-de-France vont rester dans les Hauts-de-France et passer leurs vacances à redécouvrir leur belle région et à venir nombreux jusqu'au Cateau. L'association cartésienne Les Amis de Wilsbeek a reçu, dans le cadre du jumelage, ses amis belges. Elle leur a proposé, entre autres, la visite du musée des évolutions à Bouzy. Je vous signale que vous allez peut-être remarquer que ces gens sont un petit peu trop proches les uns des autres par rapport aux règles actuelles, mais tout ça s'est fait avant les règles obligatoires de gestes barrières. Bon, on n'avait pas encore vécu le confinement. Les gens étaient encore heureux. Bien écoutez, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, l'association Les Amis de Wilsbeek organise depuis plusieurs années, depuis 11 ans exactement, sa fête du printemps. Alors nous accueillons nos amis belges pour toute la journée. Alors ce matin, nous les avons accueillis au petit déjeuner et ensuite nous sommes allés à Bouzy, au musée des évolutions, où je pense tout le monde a apprécié cette visite afin de découvrir, on va dire, le patrimoine de la région, des objets anciens, des outils, également des recherches, des trouvailles archéologiques. Enfin, c'était très intéressant et en plus dans un bâtiment d'époque avec des pierres bleues, donc vraiment très intéressant. Alors maintenant, nous nous retrouvons dans cette salle pour partager ensemble un repas. Alors nous sommes environ une centaine de personnes, les adhérents du Cateau ainsi que nos amis belges qui sont une quarantaine. Ils nous ont fait le plaisir de venir nous rendre cette visite. Alors ce repas concocté en partie par un de nos adhérents, je tiens à le souligner, qui se passe toujours dans une très bonne ambiance. Alors au cours de cet après-midi, nous allons avoir une tombola. Grâce aux dons, je le précise, aux dons des commerçants du Cateau. On a les commerçants qui adhèrent toujours à cette tombola, également des adhérents. Et puis, voilà, une journée très festive où ça nous permet de nous rencontrer comme chaque année. Je vais peut-être passer la parole à Ria, qui est la présidente de l'association identique à la nôtre à Wilsbeek. Bonjour, je peux vous dire que le matin nous a plu. Et je suis certaine que le reste de la journée, ça va également être très accueilli par nous. Et c'est toujours une ambiance très agréable pour venir ici. Et ça se voit aussi, nous sommes une quarantaine, comme Nadine vient de dire. Et c'est toujours dans une ambiance très agréable. Merci. Un peu particulier peut-être parce qu'on ne peut pas s'embrasser ou se serrer la main, mais néanmoins autant chaleureux que toujours.
Oui, effectivement, mais le cœur y est, hein, donc on ne s'est pas serré la main ou embrassé comme habituellement à cause du coronavirus, mais c'est toujours avec beaucoup de bonheur que nous les recevons, et puis les activités entre les deux associations qui se déroulent pendant tout le long de l'année, beaucoup d'activités, beaucoup de rencontres. Entrons dans une classe du collège Jean Rostand où une invitée nous fait découvrir la langue de Goethe, donc l'allemand, hein, aux élèves. Même remarque, ça s'est passé avant le confinement, donc bon, les gestes barrières n'étaient pas encore d'application. Deswegen sage ich jetzt Kiwi. Alle Kiwis stehen auf. Kiwi. Genau, Kiwi. Okay. Und ihr tauscht die Plätze. Genau. Die Kiwi change die Plätze. Okay. Mhm. Kiwi tauschen die Plätze. Okay. Ok, super. Bonjour, donc je m'appelle Madame Desesquelles, professeure d'allemand au Collège Jean Rostand depuis 17 ans. Je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui Léa Dümmler de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Elle est venue toute la journée faire une initiation à l'allemand pour nos classes de 6e. Donc elle a fait des jeux, elle présente l'allemand de manière ludique pour qu'ils aient envie un peu de connaître cette langue, de connaître cette nouvelle culture. Je vais la laisser se présenter elle-même. Merci. Bonjour, comme j'étais déjà présentée, moi je m'appelle Léa, je viens de l'Allemagne, je viens de Munich, c'est une ville en Bavière et ça se trouve dans le sud de l'Allemagne. Et pendant cette année scolaire, je travaille dans la région des Hauts-de-France pour faire des animations partout dans la région, dans des CM2, des 6e, mais aussi dans des lycées pro. Et je fais ce travail pour présenter un peu l'allemand et montrer une autre côté de l'allemand et montrer que c'est pas si compliqué que ça et on peut aussi s'amuser en parlant l'allemand. Tout passe par le jeu, c'est ça. Donc Léa leur fait d'abord apprendre toutes ces phrases-là, après on les mélange et comme vous voyez, il y a un jeu avec un dé. Avec un jeu de dés, les élèves jouent, se le passent et doivent donc faire les phrases. Ils sortent d'ici en sachant déjà se présenter, voire en ayant appris les fruits et légumes, ou ce matin, comme elle a varié les jeux, les animaux par exemple, etc. Et les chiffres. Et les chiffres aussi, oui, bien sûr, j'ai oublié. Oui, donc, voilà. Donc tous les élèves peuvent participer et ils ont appris déjà beaucoup de mots. Je crois qu'on en a une trentaine. Tout ça en 1 heure et sans s'en apercevoir parce qu'ils n'ont fait que jouer. Ah, on est tous tout fait. Et savoir se présenter, c'est essentiel au début. Oui. Et puis après, elle remarque que beaucoup de mots, c'est ce que le fait remarquer Léa, ressemblent soit au français, soit à l'anglais. Donc, ils découvrent que c'est pas si difficile. Oui, ça s'écrit tous pareil. Il y a juste une petite différence dans la prononciation. Mais après, ça reste on s'appelle ça des mots transparents. Et oui, du coup, là, ils voient qu'ils connaissent beaucoup des mots sans avoir jamais les avoir appris. C'est ça? Oui, je crois. Comme judo, par exemple? Oui, c'est judo. Mais c'est la même écriture, on le prononce juste un peu différemment. Moi, je retire pizza. Voilà. Faites ça, oui, très bien. Nous avons quand même une grande chance au Collège du Cateau parce que nous avons que 11 animateurs en France. Donc, Léa fait partie de ces 11 animateurs, animatrices. Pour tous les Hauts-de-France, on n'en a qu'une. Et donc, elle est venue aujourd'hui au Cateau et nous avons été très contents de l'accueillir. Citrone. Citrone. Là. Mais faut y aller. Où ça? Faut aller où aussi? Il y a un autre coach. Citrone. 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 Apfel. Apfel. Encore moi. Le 8 mars, l'Amicale des donneurs de sang a tenu son assemblée générale. Toujours la même remarque, ces gens étaient peut-être, pourraient vous sembler un petit peu trop pris les uns des autres par rapport aux règles actuelles, mais elles n'étaient pas encore d'application. Bonjour à toutes et tous. Donc aujourd'hui, nous étions réunis pour notre assemblée générale de l'Amicale des donneurs de sang, bien évidemment.
Donc nous avons parlé de toutes les actions qui ont été faites en 2019, c'est-à-dire les différentes collectes de sang, comme les différentes manifestations que nous avons pu organiser. Donc au niveau des collectes de sang, il faut savoir que nous avons eu une augmentation de 41% par rapport à l'année 2018. Il faut savoir qu'en 2018, nous avions eu 452 donneurs, et en 2019, 639. Donc je me répète, ça fait 41% d'augmentation. Donc certes, c'est une belle hausse, mais j'ai envie de dire que c'est toujours pas suffisant pour pallier malheureusement au manque de sang, et pas suffisant non plus par rapport au nombre de cathésiens que nous avons par collecte. Il faut savoir qu'en moyenne, nous avons, sur une collecte, ça fait à peu près 105 donneurs, nous avons 30% de cathésiens et 70% de l'extérieur. Donc ça serait bien d'inverser, même si je rechigne pas sur les gens de l'extérieur, mais ça serait bien d'inverser la tendance et d'avoir pourquoi pas 70% de cathésiens et 30% d'extérieur. Donc sinon, je voudrais faire une petite mise au point entre guillemets par rapport à certains commentaires que j'ai de temps en temps sur les collectes, comme quoi la collecte se déroule en semaine par rapport aux gens qui travaillent. Donc je voudrais quand même informer la population que les collectes, malheureusement ou heureusement, c'est pas nous qui les fixons, c'est l'EFS. Et il faut savoir également que le personnel de l'EFS vient soit de Lille ou Valenciennes, donc déjà ils ont un temps de trajet, que ce soit à l'aller comme au retour, et donc ils sont également pris par les amplitudes horaires. Et donc c'est pour ça que je voudrais un peu qu'on arrête un peu de nous en tenir rigueur, parce que c'est pas nous, et pas en tenir non plus rigueur au personnel de l'EFS, qui ont également des obligations de travail. Donc sinon c'était juste ce que je voulais dire. Et sinon nos différentes manifestations, ça a été nos sorties au salon de l'agriculture, les marchés de Noël, une sortie à Montmartre, et à chaque fois ça a bien fonctionné. Comme j'ai dit lors de notre assemblée, le seul point négatif c'était notre repas que nous avons dû annuler. Sinon dans l'ensemble c'était, je vous dis que ce soit collecte comme organisation, on a eu une grosse année 2019 et on espère que ça va perdurer en 2020. Donc en 2020, nous avons déjà fait notre sortie au salon de l'agriculture qui a également été un succès car le bus était complet. Donc j'insiste encore une fois en vous appelant nombreux à venir surtout à nos collectes et bien sûr également à nos manifestations. En ces temps où le risque de choper un virus est toujours présent, c'est pas encore fini, quelques conseils concernant le port du masque vous seront très utiles. Bien utiliser son masque, le tuto. Quand mettre mon masque? Je mets un masque quand la distance d'au moins 1 mètre avec d'autres personnes n'est pas possible. Par exemple, dans les transports en commun ou les commerces. Mais aussi si je suis en contact avec des personnes fragiles. Comment mettre mon masque? Avant de mettre mon masque, je me lave bien les mains à l'eau et au savon ou au gel hydroalcoolique, puis je le place sur mon visage. Si le masque a des élastiques, je les mets derrière les oreilles. S'il a des lacets, je les noue derrière la tête et derrière le cou. Enfin, s'il en a un, je pince le bord rigide de mon masque au niveau du nez, puis j'abaisse bien le masque sous le menton. Ça y est, le masque est en place. Maintenant, il faut faire attention à ne plus le toucher, à ne pas sortir le nez et à ne pas le descendre au niveau du cou. Sinon, le masque n'est plus du tout efficace. Quand et comment changer mon masque? Je change mon masque dès qu'il est humide ou toutes les 4 heures au maximum. D'abord, je me lave les mains, puis j'enlève mon masque en ne touchant que les lacets ou les élastiques. Je ne transporte pas le masque dans ma poche, dans un sac à dos ou un sac à main et je ne le laisse pas sur une table. Mais je le mets immédiatement dans un sac plastique fermé. S'il est jetable, je jette tout de suite le sac avec le masque dans une poubelle fermée. S'il est en tissu,
Je garde le masque dans le sac fermé, en attendant de le laver dès que possible à 60 degrés pendant au moins 30 minutes. Puis, je me lave bien les mains de nouveau. Pour le séchage, je respecte la notice du masque. Si je n'ai pas d'instruction, j'utilise de préférence un sèche-linge ou je laisse sécher le masque à l'air libre. Et n'oubliez pas, le masque ne remplace pas les gestes barrières indispensables pour nous protéger, comme le lavage de mains et la distance d'au moins 1 mètre avec toute personne. Ensemble, protégeons-nous les uns les autres. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. On est là pour vous. Pôle emploi nous donne quelques conseils pour rédiger un CV, donc un curriculum vitae, pour pouvoir trouver un travail d'une manière plus efficace. Le CV, vous ne pouvez pas y échapper. Alors on vous dit tout pour faire de votre CV votre meilleur allié dans votre recherche d'emploi. La règle d'or, c'est une offre d'emploi égale un CV. C'est avec un CV personnalisé que vous allez montrer au recruteur que votre profil correspond réellement au poste proposé. Un CV personnalisé, mais pas seulement. Ayez bien en tête ces 5 conseils. Conseil numéro 1. Un bon CV, c'est d'abord un CV structuré avec les informations de contact, les expériences professionnelles, la formation, les compétences, vos qualités professionnelles, comme votre capacité d'adaptation ou votre sens de l'organisation, ainsi que les activités extra-professionnelles. Et là, j'ai 2 astuces. Pensez bien à donner une adresse mail professionnelle. Un petit bijou du 49 ne ferait pas très sérieux. Deuxième chose, classez vos informations dans l'ordre inverse de l'ordre chronologique. Autant commencer par le plus actuel. Conseil numéro 2, facilitez la lecture du recruteur avec un CV lisible et aéré et sans faute d'orthographe. N'utilisez qu'une seule police et 2 couleurs maximum. Vous pouvez également intégrer des éléments visuels comme des pictogrammes ou des jauges de niveau. Pour les logiciels de mise en page, Word ou PowerPoint font très bien l'affaire quand ils sont bien utilisés. Mais des applications comme CV Designer ou MyEdwin sur l'Emploi Store pourront aussi vous aider à mettre en forme votre CV. Conseil numéro 3, que votre CV vous ressemble et dites qui vous êtes. Et c'est là que vos centres d'intérêt sont importants. Ils permettent aux recruteurs de mieux cerner votre personnalité et votre état d'esprit. Et vous n'en avez peut-être pas conscience, mais vos loisirs et vos engagements associatifs et sportifs vous ont permis de développer des qualités qui peuvent être en lien avec le poste recherché. Par exemple, si vous avez fait un sport collectif, cela démontre votre esprit d'équipe. Conseil numéro 4, facilitez le contact avec le recruteur. Convertissez votre CV en PDF pour être certain que le recruteur puisse l'ouvrir. Nommez-le de façon claire, CV, prénom, nom, plus poste. Cela permettra, entre autres, aux recruteurs de le retrouver plus facilement. Conseil numéro 5. Pensez digital et multicanal. Votre CV, c'est aussi votre profil de compétences sur votre espace personnel Pôle emploi, sur des sites spécialisés et les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn ou Viadeo. Et n'oubliez pas, votre conseiller Pôle emploi est là pour vous. Pour clôturer le journal hebdomadaire, Vergalen Michel, éminent astronome belge, nous parle des exoplanètes dans la rubrique de sources sûres. De sources sûres. Le soir, en général, quand on a fini notre petite journée de pensionné, Poupette, elle coud un petit peu, elle raccommode, comme on dit. Je ne sais pas si on dit ça en France, mais en Belgique, on raccommode, c'est pour faire les trous des chaussettes et tout ça, hein, pour ne pas les jeter directement. Et moi, je lis la Gazette. Et la semaine passée, c'était mardi, je crois. Poupette, elle me dit, moi j'ai pas trop envie de raccommoder, qu'elle me dit. J'ai envie de regarder la télévision. Donc, je dis, ouais, on va regarder la télévision, je regarde le programme. Ouais, il n'y avait rien grand-chose, donc on a mis un truc sur les planètes. Les exoplanètes, ça s'appelle. On regarde. Mais là, j'ai vu des choses quand même, bon. Mais bon, c'est bizarre, hein. En fait, pour le moment, ils sont à la recherche d'exoplanètes, donc des planètes où on pourrait vivre en dehors du système solaire. On ne raconte pas, c'est bizarre, le système solaire en dehors. Et la première, qui serait plus ou moins viable, et encore on n'est même pas sûr, elle est à
à 6 années-lumière. On dit, bon, 6 années, pas beaucoup. Ouais, et attention, hein, la lumière, la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km à la seconde. Vous imaginez, pendant 6 ans, combien de kilomètres ça fait, ça? Et apparemment, les véhicules spatiaux qu'on a actuellement, ils font maximum 50 000 km à l'heure. Pas à la seconde, hein. Donc, vous imaginez. Donc, il faudrait, à mon avis, il faudrait quelque chose comme 2 ou 3 000 ans pour arriver à la première planète. Et puis, à mon avis, à la vitesse où on va arriver, on va passer à travers, hein. Oh, oh, oh. Enfin, pour vous dire quand même, allez, c'est bizarre, hein. On a une terre ici, il y a tout ce qu'il faut, et ben oui, ils ont foutu le bordel, ils ont tout cassé, hein, ils ont tout pollué, et maintenant on en cherche une autre. Dans des conditions, moi je ne le dis pas, hein. Moi je me pose quand même la question, c'est pas plus facile de réparer celle-ci et d'essayer d'aller en arrière, de ne plus polluer, tout ça, hein, plutôt que d'aller dans un bazar, on ne sait même pas où, il y a peut-être là des animaux incroyables qui vont nous bouffer comme on va descendre de l'appareil. En plus, qu'est-ce qui va aller là-bas? Il y a 2 milliards d'habitants, on va quand même pas les 2 milliards dans la fusée, hein. Enfin, allez, vraiment incroyable. Allez, ça vient. Donc voilà, le journal se termine. J'étais ravi de vous revoir. Enfin, je suppose que vous avez été ravi de me revoir. Moi, je ne vous vois pas. Mais en fait, on fait comme si. Après cette période de confinement, ça fait quand même du bien. Hein? Allez, au revoir et à bientôt.